C'est l'heure du sonneur. On commence donc avec Alexandre Langlois et Jésus Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour Clémence. Clémence. Alexandre Langlois, je rappelle, essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma, Régis de Castelnau. Une justice politique, votre livre aux éditions L'Artilleur. On commence, tiens, justice politique, par parler du président Emmanuel Macron qui a écrit une lettre. Il a pris la plume hier pour écrire aux Français qu'il a publié donc cette lettre dans la presse régionale. Vous pouvez la retrouver si vous voulez. D'ailleurs sur le site de l'Élysée, quelle chance. Donc c'était publié hier. Chères Françaises, chers Français, voilà comment ça commence. Et je vous saute quelques passages pour aller directement à l'essentiel. D'abord, il existe dans le pays un besoin d'expression démocratique. Ensuite, si l'extrême droite est arrivée en tête au premier tour après près de 11 millions de voix, vous avez clairement refusé. Vous avez refusé qu'elle accède au gouvernement. Enfin, personne ne l'a emporté. Voilà ces conclusions, évidemment, des 30 et 7 juillet dernier. 30 juin et 7 juillet. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires, divisés au premier tour, unis par les désistements réciproques au second, élus grâce aux voix des électeurs de leurs anciens adversaires. Seules les forces républicaines représentent une majorité absolue. La nature de ces élections, marquées par une demande claire de changement et de partage du pouvoir, les oblige à bâtir un large rassemblement. Je vais un peu plus loin. C'est à ce titre que je demande à l'ensemble des forces politiques, se reconnaissant dans les institutions républicaines, dans l'état de droit, le parlementarisme, une orientation européenne et la défense de l'indépendance française, d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle, pour le pays. Et enfin, un petit peu plus loin, cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ces compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités, puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine, justement. Régis de Castelnau, pour commencer, que pensez-vous de cette belle lettre que nous a écrite notre président de la République ? Euh, Emmanuel Macron a énormément de défauts. Il est bon, très souvent on parle de son narcissisme, certains et dont moi, le traite de psychopathe. Non, ce que je vois, c'est qu'il continue méthodiquement le travail de démolition qu'il a entrepris depuis qu'il a été élu. Mais d'ailleurs, il a été élu pour ça. Il a été élu pour démolir la France, son État-providence, sa souveraineté, ce qui lui en restait, son système industriel, il continue ses grands services publics, il continue à tout démolir et là il finit de démolir la Constitution qui avait déjà été bien abîmée par ses prédécesseurs, la Constitution de 1958. On est dans un modèle de quatrième République. Il a provoqué une dissolution, donc on ne peut pas redissoudre avant un an. Lui ou un autre président ne peut pas, bon, c'est tout. Et donc, on a, à la suite d'une opération de magouille électorale digne de la quatrième, les fameux apparentements du Percueil pour empêcher l'arrivée du RPF de Gaulle en 1951, et on se retrouve avec je ne sais pas combien il y a de groupes constituables, parce qu'il y a un seuil, il faut avoir déjà ces 10 députés, on doit en avoir une bonne dizaine, quoi. C'est ridicule. Et on leur dit, maintenant, vous allez magouiller entre vous et vous allez trouver un gouvernement, c'est-à-dire la quatrième République, et gouvernements qui seront renversables facilement parce que, comme on ne peut plus dissoudre l'Assemblée, ceux qui renverseront le gouvernement ne courront pas le risque de retourner devant les électeurs. Donc, chapeau l'artiste, chapeau celui qui remplit son mandat dans les 2 ans et demi qui lui restent. C'est assez dramatique pour notre pays. Et puis, ce qui est dramatique également, c'est que l'opération du deuxième tour, qui est une magouille, c'est extraordinaire. On a un parti qui est le premier parti de France, qu'on le veuille ou non, que ça plaise ou non, qui fait 33% au premier tour, eh bien, on lui dit non, et essentiellement, ce sont des électeurs qui se sont mobilisés d'ailleurs, ce sont des électeurs qui s'étaient mobilisés. On leur dit non, vous restez à votre place, s'il vous plaît, on va faire nos petites affaires entre nous. Donc, moi, le gauchiste de LFI, je vote pour Darmanin et Borne, la reine du 49.3, et eux, ils vont voter pour un fichier S, excité à Avignon.
Voilà, c'est ce que on a servi à ces couches populaires en leur disant pas de place pour vous, Mmh. pas d'ouvriers, pas d'employés, pas euh, de provinciaux à l'Assemblée nationale. Enfin, quand je dis provinciaux, la France périphérique de Guilby. Voilà, Ouais, ouais. tout ça est terrible parce que je pense que c'est gros de troubles, gros d'un chaos. On ne peut pas laisser comme ça les gens à la porte dans une situation de crise, Mmh. avec un pays qui, en plus, dans un contexte économique Bien sûr. et géostratégique international, est en grande difficulté à la remorque d'une Allemagne qui, sur le plan économique, est en train de s'effondrer. Bah, tout ça est absolument dramatique. Mais M. Macron est content, il a été derrière Biden au sommet de l'OTAN à Washington. Bravo, Ouais. continuons. Non, moi, je suis catastrophé. Là, on arrive quand même à un cynisme, assez, enfin, jamais vu. C'est-à-dire que enfin, disons qu'on le voit, d'habitude, le cynisme est un peu caché. Là, franchement, divisé au premier tour, les Français divisés au premier tour, d'abord, non, ils n'étaient pas particulièrement divisés, quand même une vraie majorité, pour le coup, pour le RN, unis par les désistements réciproques au second. Donc c'est comme s'il rejetait la faute des désistements, aux différents partis, alors qu'évidemment, il était à la manœuvre. C'est quand même très, très culotté, pour dire ça gentiment. Et ensuite, il dit la seule majorité, ce sont les forces républicaines. Alors, c'est lui qui décide ce qui va être la vraie majorité ou pas. Et ensuite, il dit alors, voilà, je décide donc, je demande à l'ensemble des forces politiques qui se reconnaissent, et c'est lui qui va donner l'orientation de ce qui est bien ou pas bien, dans les institutions républicaines, l'état de droit, le parlementarisme et une orientation européenne. Voilà, il nous la met là, l'orientation européenne, c'est décidé, c'est le bien absolu. Euh, voilà. Et puis ensuite, évidemment, eh bien, en attendant que vous faisiez le travail plutôt, pendant que vous allez travailler à faire cette coalition, ben, moi, je vais continuer de me reposer et laisser les affaires courantes à Gabriel Attal et au gouvernement. Enfin, c'est vraiment, il inverse toujours, il réussit toujours à inverser la faute, la charge. C'est un peu comme l'inversion Bien de la sûr. charge de la preuve. Là, c'est l'inversion de la charge de la responsabilité, en fait. Euh, Clémence, sans monopoliser la Oui, parole, je voudrais rajouter un petit détail technique concernant le système électoral de la oui, la cinquième, oui. pardon. C'est l'uninominal à deux tours. Qu'est-ce que c'est que ce système? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, ça permet de transformer une grosse majorité relative en majorité absolue pour gouverner. C'est ça la mécanique du système. Hmm. Et donc, il a été dévoyé à cette occasion. Et d'ailleurs, je trouve ça assez rigolo de voir la gauche qui a jubilé quand elle a vu le triomphe de la gauche, enfin du Parti travailliste britannique, Oui, hein, qui a eu 410 sièges, quelque chose comme ça. Eux, ils ont un uninominal à un tour. oui. Ça veut dire que c'est le premier arrivé, quel que soit son Hmm. score. Donc, je trouve ça assez antidémocratique, mais c'est comme ça, c'est leur problème. Simplement, ce que je constate, c'est que si on avait eu, chers amis de la gauche, jubilant, si on avait eu le même système chez nous, eh bien, on aurait eu 400 députés RN. Oui. Voilà. Hein. Donc, le premier tour, si les institutions avaient été respectées dans leur dynamique, dans leur fonctionnement, aurait dû déboucher sur une majorité ou relative, forte, ou absolue, mais Eh oui. les magouilles l'ont interdit. Voilà, donc le diviser au premier tour, c'est du grand n'importe quoi d'Emmanuel Macron. Alexandre Langlois. Bah, Emmanuel Macron a pu recycler ce qu'il a dit pendant la crise Covid, hein. Il aurait pu dire ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché. Mmh. Voilà, parce qu'au résultat, il a réussi quand même à faire quelque chose d'exceptionnel. Parce que la Ve République a des institutions avant qui permettent d'éviter cette situation, et ils ont réussi à les péter jusqu'au bout pour qu'on se retrouve dans pas de majorité. Voilà, comme l'a rappelé Régis, on se retrouve sur la Quatrième République. Ensuite, il est assez fort, en fait. Il est très, très fort parce qu'en fait, il va continuer de diriger sans majorité. Ça, c'est Oui. quand même quelque chose d'incroyable. Parce qu'en fait, pour le moment, si on caricature un tout petit peu, on a des candidatures de Premier ministre tous les jours qui arrivent, Eh une oui! nouvelle. À la fin, on aura plus de gens candidats Premier ministre que de députés. Résultat des courses, on a l'impression que c'est la bagarre du village d'Astérix où ils sont tous en train de se taper dessus. Puis tu as Jupiter qui arrive avec toutes ses légions, qui est en train de rigoler, qui dit allez, mettez-vous d'accord. Les Gaulois indisciplinés, là, bah non, j'ai aucune chance, donc c'est bon, je garde le pouvoir. Et il va pouvoir le justifier en Mais disant vous avez vu, je suis la stabilité. oui, Donc, et Alexandre, juste dans ce sens-là, de voir toutes ces candidatures montre bien que tout le monde, de n'importe quel parti finalement, et c'est là où c'est encore très bien joué par Emmanuel Macron, tout le monde est prêt à jouer dans le jeu d'Emmanuel Macron,
de jouer l'asservissement à Emmanuel Macron plutôt que de se dire tout de suite je suis l'opposition. Et en fait, ils rêvent tous d'être Premier ministre ou ministre un jour dans leur vie, même si c'est pour 3 mois, peu importe. Et donc, ils sont tous là à postuler pour travailler pour Emmanuel Macron. C'est super bien joué. Tout le monde y Ça, pense, ça, de LFI au RN. ça rapporte de l'argent quand même. Donc, après, ils sont à vie, ils sont bien. Et je regarde juste parce que justement, on parlait de cynisme. Le cynisme, déjà, si on reprend le cynisme, que je suis un grand fan de Diogène, le vrai cynique, hein, pas l'espèce d'hypocrite qu'on a aujourd'hui, et il donnait un petit conseil que j'ai remis au goût du jour. Oui, Tu vois, si tu apprends à être soumis et à ramper devant Macron, tu ne serais pas contraint de te contenter de déchets comme un vulgaire plat de pâtes. Et Diogène de rétorquer, si tu avais appris à te contenter de pâtes, tu n'aurais pas à ramper devant Macron. Donc ça, c'est du vrai cynisme à l'ancienne, et ce sera un conseil à tous les candidats qui veulent devenir Premier ministre de ce type-là. Voilà. Ensuite, il y a l'autre chose aussi, c'est qu'il redéfinit qu'est-ce qui est républicain ou pas, qu'est-ce qui est le bien, quand du mal, comme oui. d'habitude, un raisonnement très binaire. Donc, juste un petit rappel à tout le monde, c'est que tous les députés qui sont là, il n'y en a aucun qui est arrivé en cassant la porte de l'Assemblée nationale. Il a été élu parce qu'il a respecté les règles imposées par la Ve République. Même chose pour les institutions européennes, même tous ceux qui sont contre l'Europe de cette façon-là ont joué le jeu aux institutions européennes d'être élus par les règles du jeu actuel. Donc en fait, quand Emmanuel Macron dit il y en a qui sont anti-républicains ou anti-européens, non, pour le moment, tout le monde respecte les règles du jeu. Il y a juste des idées, des opinions, des programmes différents du sien. Et donc là, ce qui est grave, c'est que le glissement, il est en train de dire Oui. tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi sont anti-européens, anti-républicains et ne Mm, respectent pas les règles du jeu, ce mm. qui est dans les faits complètement faux. Mais c'est une manipulation rhétorique de bas étage pour justement garder le contrôle et dire je suis l'arbitre, vous avez vu, je suis le calme dans la tempête. Et moi, ce que j'attends dans le calme dans la tempête, à la fin, c'est quand il va nous dire article 16. Il va dire voilà, vous êtes tellement des incompétents que je vais prendre les rênes du pouvoir. Et de toute façon, vous n'arrivez pas déjà à vous mettre d'accord pour un Premier ministre. Est-ce que vous arriverez à vous mettre d'accord pour me mettre dehors? Je ne suis pas bien sûr. Et donc, voilà, donc on est sur quelque chose d'assez abject de la part d'Emmanuel Macron, qui se revendique de la démocratie. Donc, déjà, je suis très content que Didier fera une chronique après, parce que moi, je pense aussi que nous ne sommes plus en démocratie, mais depuis bien longtemps, Mm. et qu'aujourd'hui, tout le monde vient se réveiller en disant, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose. Non, on est dans un système représentatif, les gens ne nous représentent plus, donc il y a une crise, une séparation entre nos élites qui dirigent et les gens qui sont sur le peuple, en fait. Et il y a quelque chose qui a été oublié également, juste pour finir, qui pourrait peut-être régler le problème du Premier ministre. Le premier parti de France, c'est l'abstention quand même, hein, 35%. Donc à partir de là, on pourrait se marrer. Si jamais Emmanuel Macron était cohérent jusqu'au bout, il dit pas de problème, je tire au sort parmi tous les gens qui ne sont pas allés voter un Premier ministre. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Alors que là, quel que soit le Premier ministre qui va être nommé, j'ai l'impression que la surprise ne sera pas bonne. Oui. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de Jean-Luc Mélenchon là, qui dit c'est le retour du droit de veto royal sur le suffrage universel, hein, réaction à la lettre d'Emmanuel Macron. Donc certes, opposition, grande parole, etc., grand geste. Et puis en même temps, lui aussi, il pousse sa petite Clémence Guettet pour être Premier ministre auprès d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un tort politique de sa part, sachant qu'il est a priori censé représenter l'opposition? Bah, après, il y a toujours eu des. Quand si on a une majorité claire, on peut être dans l'opposition et Premier ministre. C'est arrivé avec Chirac sous Mitterrand, c'est arrivé avec Jospin sous Chirac. Donc, si jamais il y a une majorité claire, en fait, si jamais le Premier ministre dirige réellement la France. Là, ce qui ne serait pas le cas. Le Premier ministre qui va arriver serait une marionnette entre les mains de notre cher président, Mm. qui fait tout pour bloquer les institutions, encore pire que Mitterrand à l'époque, quand il était président face à une opposition. Et l'autre chose, c'est je suis d'accord sur le début de l'analyse, du coup, effectivement, nous sommes retour au décret royal, au roi qui fait ce qu'il veut. Par contre, pour quelqu'un qui est aussi féru d'histoire et qui nous rappelle 1789 régulièrement, qui est donc un système représentatif, je rappelle que quand le roi a voulu faire le malin, ils ont dit bah, c'est pas grave, nous on va se rassembler en Assemblée nationale et on restera unis jusqu'à temps qu'on ait obtenu gain de cause. Du coup, les députés pourraient éventuellement faire un petit coup de force en disant bah, nous on va s'organiser nous-mêmes, on va se mettre d'accord et on va faire des choses comme dans l'ancien temps. L'histoire parle en disant oui, effectivement, il y a un monarque qui fait joujou avec les pouvoirs actuels, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une constitution ou une loi ou des règles sont un rapport de force à un instant T. Si à un moment on dit on va changer les règles, eh ben, écoutez, c'est peut-être le moment. Et là, il peut y avoir une aspiration populaire. Mais encore faut-il que toutes les oppositions arrivent à se mettre d'accord. Et il y a quelqu'un qui disait sur Twitter, et je trouvais ça assez rigolo, mais c'est assez sensé finalement. Est-ce que des gens comme le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National ne pourraient pas se mettre d'accord pour travailler sur certains points où ils sont d'accord? Il y a forcément des points où ils sont d'accord entre eux. Et il y en a au moins un où ils sont d'accord, c'est mettre Macron dehors.
Donc, est-ce qu'ils pourraient au moins travailler sur ce sujet-là ou ils vont continuer de lui tendre la main et lui servir de Mais non, mais vous marchepied? avez bien vu Alors, que LFI faisait le castor comme les autres, donc ouais. je sais bien, mais à un moment, il faut que ça commence à se voir dans tous les sens parce Ouais. que je reprends aussi à une autre caricature, c'est pour tous ceux qui pensent que le danger, c'est soit LFI, soit le RN, au bout d'un moment, la montée des gens qui ont des idées les plus radicales et encore plus radicales, quand on regarde le programme du nouveau Front Populaire, Mitterrand était largement plus à gauche, et quand on regarde le problème du Rassemblement national, le Rassemblement national d'antan, voire même du RPR, était plus à droite. Donc on a Oui. quelque chose quand même, les Ah gens bah, sont c'est pas compliqué, oui. on Ouais. hystérise un débat sur des idées beaucoup moins radicales qu'il y a une quarantaine d'années. Bien sûr. Euh, et donc, résultat des courses, il y a quand même plus de chances qu'ils pourraient s'entendre aujourd'hui, mais chacun fait barrage à l'autre. Alors finalement, le problème, qui c'est qui fait monter la sauce? Au lieu de faire des barrages, coupons le robinet. Le robinet, c'est Macron. Puis après, Mmh. on pourra discuter Oui, des mais débats de personne fond. ne pense à couper le robinet, c'est bien le problème. Ah, bah, parce que nous avons des élus qui sont complètement déconnectés du peuple, qui le peuple ne veut pas ça en fait. D'ailleurs, nos élus parlent toujours le peuple français veut ci, le peuple français veut ça. Ils parlent à notre nom toutes les 4 matins, alors que bah, dans les urnes, en fait, on voit bien que les gens sont pas d'accord pour laisser une majorité à Emmanuel Macron, sont pas d'accord pour donner une majorité à quelqu'un d'autre, et quand même sont en grande majorité d'accord aussi pour pas aller voter. Donc du coup, il y a un moment, pas écouter. Donc en fait, on va encore se retrouver, et au bout d'un moment, bah, les gens vont péter les plombs en fait. La Ouais. prochaine fois, on aura un raz-de-marée d'un côté ou de l'autre. A priori plus Rassemblement national parce que les gens disent on n'a pas essayé, ce qui est vrai, on n'a pas essayé le Rassemblement national. Et l'autre chose, il y a une chose qu'on n'a pas essayé non plus, et ça c'est vrai aussi depuis que la France existe et tout le monde l'oublie, on n'a pas essayé la démocratie, ce serait peut-être l'occasion. Donc non mais voilà, pour le moment on a des gens C'est qui confisquent les élections, c'est qui d'un se beau partagent vêtement les à postes. tenter d'essayer, oui. Ouais. Et la dernière chose, du coup, si pour rebondir sur la lettre d'Emmanuel Macron pour boucler la boucle, parce que c'est là, je l'aimais beaucoup, il a dit je vais fonder une majorité solide. Mais une majorité solide avec que des gens qui ne s'entendent pas, ils vont la fonder sur quoi? À part partager le pognon de l'État. Voilà. Bah, c'est pas mal déjà. Alors, Ouais, allez-y, je suis pas Régis. d'accord avec la conclusion d'Alexandre. Ce qu'il y avait Ah, avant, oui. Non, je vais créer une majorité solide. Mais il a la majorité solide. Ça fait 4 fois que M. Mélenchon lui sauve les fesses à Macron. Ouais. 4 fois. Et là, il vient encore de le faire avec une opération dégueulasse. Je suis désolé. Je ne suis pas partisan du Rassemblement national au pouvoir. Je Oui. dis simplement que si la démocratie fonctionnait, ils devraient, et les couches populaires qui les soutiennent, devraient avoir leur place dans le gouvernement de ce pays. Et que le prétexte qui est invoqué est bidon. Hein. Ils ne sont pas fascistes, c'est des blagues. Alors, il y a des crétins chez eux, ça Oui. en a eu quelques-uns, mais il faut arrêter. Oui, monsieur Mélenchon, vous êtes un des piliers de ce système, du système néolibéral représenté par monsieur Macron, installé là par l'oligarchie et la haute fonction publique socialiste par un coup d'État, je le rappelle, et vous êtes un de ses piliers. Ça fait 4 fois que vous lui sauvez les fesses. Hein. Alors venez pas nous raconter d'histoire. Ah oui, il est antidémocratique, c'est le droit de veto, mais c'est ton patron, tu rentres devant au bout d'un Bah oui, c'est moment. ça. Ah, je m'énerve, mais c'est tellement lamentable, tellement lamentable. Ouais, à noter que ça marche, pardon. bah oui, ça marche, allez-y. Oui, allez-y, Ça allez-y. marche dans les deux sens parce que même j'ai été d'accord avec Éric Ciotti qui a dit bah, je ne comprends pas pourquoi M. Darmanin ne veut pas faire un gouvernement avec les gens du nouveau Front Populaire vu qu'il a été élu grâce à leur voix. Eh oui. Donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait ils sont en train de dire on se bouche le nez alors qu'ils ont été élus grâce à leur voix, et inversement les autres disent c'est le mal absolu alors qu'ils les ont aidés à monter au pouvoir, et qu'après quand on veut lutter contre le Eh oui. fascisme, je rappelle que Emmanuel Macron coche toutes les cases d'un gouvernement fasciste et que la gauche italienne l'a bien repris en mettant Veni Vidi Vici dans l'article du manifesto, donc en titre avec Macron derrière. Donc après on peut pas lutter contre dit le fascisme à géométrie variable, et voilà. Et la dernière chose aussi, c'est que si c'est vraiment de la démocratie, on ne se désiste pas, on se bat pour ses idées jusqu'au bout, et on ne dit pas aux gens on se désiste. Normalement, il y aurait dû y avoir des gens pour qu'on pique, qu'on pas voter, parce qu'il y a aussi les désistements montrent que les partis politiques déjà ont le choix de qui a le droit de se présenter. Nous avons donc le parterre de gens pour lesquels on a le droit de buzzer comme à la Starac, quoi, quasiment. Et après, ces mêmes partis décident de dire on vous enlève les gens que vous aimez bien. Oui. Enfin, les gens que vous aimez bien, les plus proches de vous, donc on les enlève. Donc on refait. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de démocratique là-dedans. En Bah fait, nous oui. sommes dans un système partisan qui pilote tout d'en haut dans un système, qui choisit qui a le droit de se présenter, qui a le droit de rester, et donc après qui a le culot de dire on fait barrage parce que vous allez voter pour ça, ou Ouais. pour lui, ou pour elle. Mais en fait, les gens sont libres de leur bulletin de vote. Encore, on n'a plus beaucoup de liberté, c'est encore une des rares choses qui nous restent, mais même ça, ils veulent nous l'enlever. Alors, bah, justement, en parlant de perte de liberté, on va parler médias et on va parler de faits qui sont racontés dans les médias, notamment sur CNews.
et qui sont sanctionnés par l'Arcom. Ça pose beaucoup de questions et puis on va voir aussi cet arbitre, hein, soi-disant, l'Arcom, qui pénalise beaucoup plus certaines chaînes que d'autres, pourtant avec des moyens qui pourraient être utilisés très fortement contre d'autres chaînes. Alors on va regarder un peu tout ça. La chaîne donc CNews a de nouveau été sanctionnée, c'est pas la première fois, hein, par l'Arcom pour manquement à ses obligations. Il y a eu 2 amendes, une de 60 000 €, une de 20 000 € qui ont été prononcées. Alors la première, c'était pour une émission qui portait sur le sujet de la loi immigration. 2 invités ont déclaré que l'immigration tue et ce qui est reproché aussi, c'est que l'animateur n'a pas réagi. Voilà ce que dit le gendarme des médias. Je vous propose d'écouter cet extrait et puis on en reparle. Gérald Darmanin. Alors peut-être que c'est pas suivi d'actions suffisamment concrètes, mais Et il dit des choses, non, il dit pas grand-chose. Gérald Darmanin, par exemple, il n'y a rien sur le groupement familial, il n'y a rien sur le droit d'asile, il n'y a rien sur les associations ONG qui sont complices. Voilà, il y a pas grand-chose. Il dit pas grand-chose, il fait juste du toilettage. Et là, on en est à un point où l'immigration tue aujourd'hui. À part Madame Borne qui pense que c'est encore un sentiment, l'immigration tue. Donc on est dans un truc d'urgence, on n'est pas sur de la petite mesurette. Et Voilà, ça c'est un extrait sur l'immigration tue. Puis il y a un deuxième extrait qui portait problème, toujours problème pour l'Arcom, hein, qui date de juillet 2023, où là, un invité, il s'agit de Philippe Perlin, explique que le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement. Eh bien, voilà, ça a été jugé comme niant le réchauffement climatique et donc sanctionné. La chaîne C8, je vous dis toutes les sanctions, puis après on commente. Là, elle a dû promettre, on va dire, hein, à l'Arcom, elle se retrouvait devant l'Arcom mardi dernier, mardi 9 juillet, qu'elle ne diffuserait plus Touche pas à mon poste, évidemment l'émission de Cyril Hanouna, en direct. Elle va être maintenant en différé pour la saison prochaine. Un différé qui peut aller jusqu'à 45 minutes. Donc, fin du direct pour cette émission, dont pourtant le direct était la marque de fabrique. On voit bien ici, hein, une série de pressions mises contre les chaînes de Vincent Bolloré. Et je rappelle que dans cette ambiance électrique, eh bien, l'Arcom est en train de remettre en jeu, et depuis le 8 juillet, l'attribution de 15 fréquences de la TNT, donc, dont celle de CNews et C8. Et il se trouve qu'on sait qu'il y a une chaîne qui va être perdue, puisqu'elle va être attribuée à la nouvelle chaîne Histoire de TF1. Donc on sait qu'il y en a un dans le jeu qui risque de perdre sa fréquence. Et il est en effet question, on interroge en tout cas le fait que ce soit une des chaînes de Bolloré qui soit exclue. Donc ça pose évidemment tout ça beaucoup de questions et après on reparlera du deux poids deux mesures, mais d'abord peut-être sur ces sanctions de l'Arcom. Est-ce que vous voulez commencer, Alexandre Langlois? On est toujours dans de la censure, une fois de plus. Alors déjà, on a de la chance, on n'est pas à l'Arcom ici, parce que sinon, tu viens de passer un extrait, et attention, hop, du coup, tu as repassé, et tu n'as Oui. pas donné de commentaire allant dans le sens de la propagande officielle. Résultat des courses. Non, malheureusement, une fois de plus, je trouve que la censure et les sanctions pécuniaires, ça n'apporte rien. Parce que si le débat, c'est d'éclairer le débat et de le faire monter, on parle du fond du sujet. Par exemple, le premier, l'immigration tue. Derrière, non, la criminalité tue. Et pourquoi l'immigration est plus criminogène que le reste? Parce qu'après, derrière, il y a toutes des éléments qui font que les gens ont moins d'argent, les gens sont partis de zone de guerre, il y a beaucoup d'explications qui fait qu'en fait, l'immigration, effectivement, est quelque chose la personne est immigrée, mais qui n'est pas la raison principale. C'est pas parce qu'on est immigré qu'on est criminel. L'autre chose d'ailleurs, en plus, qui est ensuite culottée dans l'autre sens, c'est que l'Arcom se sert de ça pour dire attention, vous avez vu, c'est pas bien. Alors que la loi d'Emmanuel Macron sur l'immigration dit on peut contrôler les gens sur leur apparence étrangère pour lutter contre le terrorisme et la criminalité. C'est-à-dire que la loi qu'Emmanuel Macron a votée en C'est marrant. 2017 marque dans le texte il faut contrôler et se méfier des gens qui ont une apparence étrangère. Donc là, on n'est même plus sur l'immigration parce que c'est dangereux. C'est des gens qui sont des terroristes en puissance et des criminels plus que les autres. Donc c'est assez rigolo. Donc dans les deux sens, en fait, d'un côté, il y a des explications qu'on pourra mettre. De l'autre côté, le régime officiel écrit exactement l'inverse dans la loi. Donc du coup, c'est une fois de plus, le débat n'est pas. On aurait pu avoir un débat sur tout ça. Du coup, ce qui n'est pas fait, on sanctionne, on enquête et on censure. Surtout qu'après, bon. Ensuite, l'autre chose, la seule bonne nouvelle de l'histoire, c'est que les gens regardent de plus en plus la télé et des chaînes, pas par les chaînes TNT. Heureusement, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que Internet permettra de contourner la censure. Il y a de plus en plus de télé qui sont connectées directement à Internet ou via des box Internet. C'est 60% des gens qui regardent de cette façon-là la télé. Donc, ce qui veut dire que là, c'est des batailles d'arrière-garde pour un public, j'allais dire, plus Alors attendez, vieillissant. parce qu'en fait, l'Arcom ne peut pas aller sanctionner une chaîne si c'est diffusé sur autre chose que sur la fréquence. Et non, c'est ça la magie de la chose. Mm. Par exemple, Même ils ont si eu c'est la même récemment chaîne.
Si c'est de l'autre côté, enfin, si, ils peuvent en fait les sanctionner indirectement par. Oui, Ils peuvent dire vous n'avez plus le droit de faire d'un côté, parce qu'après l'émission, par exemple, de Touche pas à mon poste, si elle n'est pas diffusée en oui, ça direct n'existe plus, elle sur la n'existe plus. chaîne Oui. TNT, elle ne serait pas en direct de l'autre côté. Donc, ils peuvent les sanctionner de cette façon-là, ou alors les obliger à faire des choses si c'est plus. Enfin, je veux dire, comme l'émission sera la même, voilà. Mais par exemple, il y a eu la difficulté, là récemment, il y a eu un décret sur les grands événements sportifs qui doivent être diffusés en clair, qui a été publié le week-end dernier, donc qui est bien parce que les Jeux paralympiques gagnent en visibilité. Mais à côté de ça, le gouvernement a souligné que l'Arcom n'avait aucun contrôle sur toutes les plateformes Internet. Ils pouvaient les obliger à rien parce que ce n'étaient pas des chaînes de télé. Mm. Et des chaînes de télé aujourd'hui comme TF1, etc., sont en train de faire l'inverse, en train de mettre justement des chaînes de streaming en place pour que demain, en fait, l'Arcom, ce soit juste accessoire. Et donc, en fait, on est sur un combat d'arrière-garde qui va durer encore quelques années. Mais après, sur le problème de principe, le principe, effectivement, moi, je ne supporte pas la censure, je préfère l'explication, le débat d'idées, et c'est ce qui est empêché ici. Ah ben, évidemment. Alors, Régis, déjà, à ce sujet. Alors, principe, liberté d'expression absolue, limite, sauf limite, décidée par la loi, et sanctionnée par le juge, dont l'inobservation est sanctionnée par le juge. Donc là, on a un système où on a donné à ce qu'on appelle une haute autorité administrative indépendante, c'est pas un juge, désolé, Mm. indépendante, c'est une blague, ils sont indépendants comme moi, je suis archevêque, c'est-à-dire que le président est nommé par Emmanuel Macron, les membres sont nommés par l'exécutif. Donc, c'est un outil à sa disposition. Ça, c'est le premier principe. C'est un système dont il faut se débarrasser. Deuxièmement, alors, les deux choses qui sont sanctionnées, c'est très intéressant. D'abord, le slogan, je ne me rappelle plus comment s'appelle celui qui le dit, l'immigration tue, c'est Arthur un de slogan. Vatrigan. Hein. Ouais. Voilà, c'est un slogan. Bon, Directeur de très bien, rédaction de hein, l'Incorrect. on sait très bien ce qu'il veut dire. On sait très bien ce qu'il veut dire et Alexandre l'a résumé en disant voilà, l'immigration, ils sont plus délinquants que les autres parce qu'ils sont plus pauvres, ils ne sont pas intégrés. Donc, et il suffit de voir, parce qu'on n'a pas le droit Déraciné de aussi. faire de statistiques ethniques, mais il suffit de voir en prison. Bon, c'est comme ça, c'est une réalité. Et donc, et la question de l'immigration, ah non, pour l'Arcom, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, pas le droit d'avoir un slogan dans le cadre d'une discussion. Ensuite, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, hein, c'est, quelles que soient les positions qu'on a, personnellement, je suis assez circonspect. Moi, je veux dire, j'ai entendu le dernier prix Nobel de physique venir dire qu'est-ce que c'est que cette blague, il n'y a pas de réchauffement, il n'y a pas d'urgence climatique, c'était son terme et tout. Mais là, hein, quelqu'un vient dire, enfin, cette phrase qui était effectivement là aussi à l'emporte-pièce dans le débat, et là, sujet tabou, interdit d'en parler, l'ARCOM, c'est-à-dire le gouvernement macronien, est dépositaire de la vérité. C'est-à-dire que l'ARCOM se transforme en annexe du ministère de la Vérité. Sur le réchauffement climatique, c'est délirant. C'est délirant, enfin, voyons. Hein. Alors, on va sanctionner, on aurait sanctionné à d'autres époques, les gens qui disaient ah ben non, vous savez, la Terre n'est pas le centre de l'univers, on tourne autour du Soleil, mais comment se fait-il? Sanction. Alors bon, il y en a qui ont fini sur le bûcher. Voilà, les sanctions étaient quand même plus terribles, mais malgré tout, oui. C'est incroyable, c'est incroyable. Et j'insiste, en ce qui concerne le réchauffement climatique, je ne suis pas ce qu'on pourrait qualifier de climato-sceptique. Je reste dubitatif. Et je considère qu'il y a autour de ça des enjeux politiques extrêmement importants, extrêmement forts, des enjeux industriels, et qu'il y a probablement une utilisation qui est faite de ce problème. Mais attendez, la liberté d'expression, enfin voyons. Et là, on sanctionne. Interdiction, puis c'est un rappel, parce que l'immigration, c'est très bien qu'ils sont là à surveiller, mais là, désormais, pas le droit de dire autre chose que la pensée unique. Voilà. Alors, Évidemment. Alexandre, je me tourne vers toi, Alexandre, sur le fascisme qui coche toutes les cases. Là, on y est, quoi. C'est incroyable. Justement, tu vois, j'allais rebondir dessus parce qu'effectivement, comme dans la vidéo que j'ai mis, il y a marqué que le fascisme ne supporte pas la science parce qu'il n'y a qu'une seule vérité qui doit être admise. Et je rappelle, donc, du coup, sur les choses qui vont être vraiment faites, il y a des choses qui sont prouvées, ça c'est la science. La Terre tourne autour du Soleil, c'est la science. La Terre est ronde, c'est la science, enfin sphérique, pas exactement ronde. Et après, il y a de la recherche. Et la recherche, il y a un doute. Et c'est ce qu'avait expliqué le scientifique Étienne Klein, qui a dit, et si on confond les deux, si on dit que ce qu'est la recherche, c'est la science,
en fait, le doute se déplace et les gens sont complètement perdus. Alors qu'en fait, les scientifiques devraient pouvoir dire, là, on est sûr de tout ça, et ça, on est en train de chercher pour savoir où ça va. Oui. Et voilà, et sur le fascisme et le totalitarisme, il y a un seul régime au monde qui a fonctionné sur la science en disant, c'est la science, donc vous ne pouvez pas le contredire, c'est le régime nazi, qui est mis en avant dans Homo sapiens. Maintenant, le régime Et Covid aussi. Aussi, bah, totalitaire, mais là, c'est pour montrer effectivement sur la science aussi, mais qu'on a eu, donc là, il y a des gens qui restent sceptiques sur le nazisme, personne n'est sceptique, enfin, normalement, c'est assez rationnel, ils ont dit, sur la science, il y a une classification des races. Ce qui est complètement fou et complètement faux aussi pour ceux qui ont un doute. Mais ce que je veux dire, à l'époque, ils ont dit c'est comme ça, c'est la science. La race aryenne est supérieure. Donc, à partir de là, la science, on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Et parce que la science, oui, c'est bien, mais pas à la recherche et pas d'une science dévoyée non plus. Eh oui. Donc, attention à ce côté-là. On a des choses dans l'histoire. Effectivement, la crise Covid qui a été gérée de façon très autoritaire, notamment en France, en nous disant au nom de la science, alors que tous les 4 matins, la science, a priori, changeait. Oui. Et ce qu'avait dit Étienne Klein sur ça, il a dit le problème de la crise Covid, c'est que sur les plateaux de télé, on a invité des scientifiques au début qui disaient bah, sur ça, on ne sait pas, sur ça, on ne sait pas, sur ça, on ne sait pas. Ce qui faisait, qui disait bah, sur BFM, sur CNews et les médias mainstream 3 fois, on ne sait pas, la prochaine fois, vous n'êtes pas invité. On préfère inviter des gens qui disent qu'ils savent, même s'ils n'en savent rien. Oui. Alors, justement, je voulais, moi, réagir sur ce côté, finalement, on va sanctionner pas la liberté d'expression, le manque de liberté d'expression, mais plutôt le fait qu'on n'aille pas dans le bon sens. Et justement, on a quelques exemples dans ce sens-là. D'abord, on a le député Émeric Caron qui a pris la parole pendant la commission d'enquête sur les chaînes de la TNT, on va l'écouter, et qui, lui, fait pression, hein, justement, pendant cette commission d'enquête pour le non-renouvellement de la chaîne CNews. Et il explique qu'elle ne respecte pas ses obligations parce que elle donne la parole à des gens qu'il ne faudrait pas entendre. On écoute Émeric Caron. Beaucoup de Françaises et de Français qui partagent les idées du Front National et de Zemmour ne comprennent pas qu'on puisse envisager la fermeture de CNews. Ils pensent que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Ils sont très heureux de retrouver leurs idées qui s'expriment sur cette antenne, puisque c'est une chaîne qui ne cache plus quasiment que c'est devenu une chaîne de militantisme d'extrême droite. Alors, ces Français dont je vous parle, effectivement, ils considèrent que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Mais ce qui ressort de vos travaux, c'est que, au contraire, l'atteinte à la liberté d'expression, elle émènerait plutôt d'une chaîne comme CNews, qui empêche l'expression d'un certain nombre de points de vue en concentrant les prises de parole autour d'une idéologie bien précise et bien particulière. Et beaucoup d'autres manquements relevés, on en a reparlé pendant cette audition sur la chaîne CNews, que ce soit en termes de contenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'infos sur cette chaîne tout simplement, que ce soit également parce qu'il y a des programmes qui sont complètement fantaisistes, qui n'ont rien à faire sur une chaîne d'information comme une émission de militantisme, de catholicisme radical, voire intégriste. On se demande si ce sont les Voilà, bon, oui, ça finit. Il demande si les anges et les démons, c'est pas ça, le diable aujourd'hui. Enfin bref. On raccourcit un peu Émeric Caron. On a un autre extrait. Alors là, pour le coup, c'est le joueur de l'équipe de France, Jules Koundé, qui a appelé officiellement, comme ça, en pleine émission, à faire barrage au RN. Je rappelle qu'on était en pleine campagne. Pour le coup, là, on a tous les présentateurs, etc., qui approuvent leur message, et même le directeur de la chaîne qui approuve le message. Donc, pas de rappel à l'ordre. Et ça, pour le coup, quand c'est dans ce sens-là, on a le droit. On écoute. Évidemment, encore une fois, je pense que c'est très important de faire barrage au RN. Comme je l'ai dit à multiples reprises, c'est pas un parti qui mènera notre pays dans la bonne direction. C'est mon opinion. J'espère aussi que beaucoup de gens la partagent. Et je pense que c'est important que les gens se rendent compte que c'est un moment décisif dans la vie de notre pays, pour le futur aussi, parce que c'est un parti qui veut diviser les Français et qui veut mettre certaines personnes de côté. Et moi, je suis contre ça absolument. Donc, j'incite encore une fois tous les gens à aller voter et pour un parti qui n'est pas le Rassemblement national. Et pour finir, je rappelle la directrice de France Inter qui, elle aussi, a revendiqué prendre parti. Elle a revendiqué elle assume avoir des partis pris, mais au nom de l'intérêt général. Donc, au nom de l'intérêt général, il y a certains discours qu'on a le droit d'interdire, dont d'ailleurs, toujours les mêmes, celui sur le réchauffement climatique, le scepticisme climatique, ou comme vous voulez, ou encore celui, justement, ce qu'on appelle l'extrémisme. Voilà, donc tout ça pour dire, on voit qu'il semble qu'il y ait certaines opinions, certaines tendances idéologiques
musique auxquelles on a le droit et d'autres pas. Régis de Castelnau, c'est quoi la règle finalement? Mais moi, je suis quand même stupéfait. Jules Koundé joue très bien au foot. Il a été parce que je regarde tout, hein. Et donc, il a surnagé dans le naufrage français. Mais, mais écoute, joue au foot, l'ami. Hein, viens pas donner des cours de morale comme ça. Tu as des opinions, tu peux militer, tu peux t'exprimer, etc. Mais là, sur une chaîne, tu interviens en pleine campagne électorale. Moi, je suis assez effaré quand même et triste de l'effondrement de la culture des libertés publiques. La patronne de France Inter n'a aucune culture des libertés, aucune. Je suis désolé quand tu l'entends. Je suis dépositaire, moi, parce que j'ai fait l'ENA avec Emmanuel Macron, parce que je suis dans les salons, parce que je touche 20 000, 30 000, 40 000 euros par mois, Oui. je suis dépositaire de l'intérêt général. Non, madame. Non, madame, vous avez des comptes à rendre, vous travaillez dans le service public, c'est moi qui paye. Et donc, à ce moment-là, vous devez respecter les principes et vous devez surtout respecter les libertés. Mais c'est très partagé, cette absence de culture des libertés à un niveau dramatique. Je reviens sur le début de notre propos. C'est qu'on est en train de basculer dans... on passe de la répression de la liberté d'expression à l'imposition d'une pensée unique, mais qui va très loin, qui va très loin. Oui, oui. Donc, non, madame, vous n'êtes pas dépositaire de l'intérêt général, ça n'est pas vrai. L'intérêt général, il émane du fonctionnement des institutions démocratiques. Et il y a le vote régulier. Et qui c'est qui vote? Ceux qui payent, comme par hasard. Hein. Mais là, on vient de leur rappeler qu'ils ont beau payer, ils ont beau bosser, ils ont beau faire tourner ce pays, vous n'avez pas voix au chapitre. Donc C'est une dérive gravissime. pensée unique républicaine, selon les mots d'Emmanuel Macron. Ici, pensée unique voulue par l'ARCOM. Et vous avez dit finalement l'un sert l'autre. Donc on comprend mieux en fait, ce qui se passe en ce moment en France. Alexandre Langlois, est-ce que vous avez un dernier mot à dire là-dessus avant qu'on parle du magnifique feu d'artifice qui sera interdit aux Français? Non, sur ça, il y avait juste un dernier point, c'est qu'il y a deux choses différentes. C'est que moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des médias d'opinion. Voilà, donc pourquoi pas. Oui. Donc, à un moment, plutôt que de censurer CNews, c'est de leur dire, bah, écoutez, mettez plus chaîne d'information, mettez chaîne d'opinion. Et par contre, je fais une grosse distinction avec la personne de France Inter, qui est un service public Oui. et qui, elle, n'a pas à se permettre de dire, je vais orienter le débat de telle ou telle façon, mais au contraire, je vais inviter tout le monde. Et après, il y a toujours ce petit côté, mais c'est une habitude, c'est que dès que quelque chose est censuré qui va contre... Par exemple, quand c'est CNews, LFI est très content de venir censurer, mais quand c'est un truc plutôt proche du rassemblement, enfin proche de LFI, le Rassemblement national est très content de les censurer. Donc, C'est vrai. une fois de plus, plutôt que les gens défendent tous leur liberté d'expression, ils préfèrent censurer celle des autres. Et ce que Oui. je trouve est une paresse intellectuelle. Tout à fait. Donc, ce qui montre que le débat public est très mauvais en France, mais une paresse intellectuelle plutôt que de débattre pour dire que nos idées sont meilleures, on salit celles des autres. Ouais. Ouais, non, mais vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on n'a pas vu grand monde, par exemple, défendre la liberté d'expression de Guillaume Meurice du côté du camp, on va dire, de la droite. Et c'est bien dommage parce que nous, on l'a fait, mais il faut le faire. Je veux dire, il n'y a, c'est- a pas une liberté d'expression d'un côté et pas de l'autre. Oui. Voilà, Mais donc sur c'était juste Guillaume ça. Meurice, Oui. Clément, sur Guillaume Meurice, il y avait un problème au départ. C'est que vous avez un petit groupe de petits bourgeois du 11e arrondissement qui étaient sur une chaîne de service public, qui faisait un soi-disant humour. Ils sont nuls, ils sont tous nuls, Guillaume Meurice en particulier, et qui exaspérait une grande majorité de Français depuis longtemps. Et dès qu'ils ont fait, lui, un pas de côté, on lui est tombé dessus. À tort, je suis tout à fait d'accord, liberté d'expression, mais il aurait été plus facile de le défendre si eux, dans leur humour, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, ils avaient été pluralistes, vraiment, et s'ils n'avaient pas été dans un monopole. Vous vous rappelez de Madame, je ne sais plus comment, Charline Oui, Voenacker, ouais. hein, en train, devant les affiches de Zemmour, en lui mettant et se filmant, Oui, et Zeb. ensuite allant Ouais. parader. Moi, je suis pour qu'on les vire tous, non pas parce qu'ils, à cause de ce qu'ils ont dit, mais parce qu'ils sont totalement nuls et ils sont partiaux. Oui, partial sur une Service chaîne public, ça publique, voilà, encore une fois. voilà. Donc, après, on peut être partiel sur une chaîne privée qui a sa ligne. Bon. Alors, de toute façon, ça pose la question des chaînes publiques. Est-ce qu'on peut vraiment être impartial Enfin bon, bref. Gros sujet, mais je voulais quand même vous parler de Paris. Paris qui n'est plus une fête. Je vous rappelle, 14 juillet, normalement, c'est vraiment la fête.
Je rappelais, moi, ici, dans la rédaction, que mon fils n'a jamais pu voir une fête du 14 juillet et il a 7 ans. Parce que entre le réchauffement climatique, où on interdit comment ça s'appelle, enfin, tous les trucs avec les flammes et les feux d'artifice, et le Covid, et maintenant les feux d'artifice qui sont interdits parce que tout simplement on veut se débarrasser du peuple, bah, ça fait des enfants qui n'ont pas accès à ces fêtes aujourd'hui, faut le dire. Mais bon, donc je rappelle ici les dernières actualités. C'est la mairie de Paris qui a donc envoyé les communiqués concernant cette fête nationale du 14 juillet. Eh bien, il se trouve que c'est aussi les mêmes dates où on va accueillir la flamme olympique. Donc on nous promet dans le communiqué 2 jours de festivités inoubliables. Bon, alors on a envie de les voir. Et là, on apprend que le feu d'artifice débutera à la Tour Eiffel, mais ne pourra pas accueillir le public. Bah oui, parce qu'il y a des sites olympiques en cours de montage, donc feu d'artifice, mais sans public. Alors quand même, on a de la chance, on pourra tout regarder sur France Télévisions, nous indique encore le communiqué. Et puis, alors dans le programme aussi, c'est sympathique, il nous propose quand même une veillée de la flamme, mais une veillée de la flamme donc dans la soirée. Il y aura des flammes, des gens qui vont se promener avec des belles flammes tout le long du quai. Sauf que c'est accessible au public, mais seulement au sein de l'hôtel de ville, entre minuit 30 et 5 heures. Et évidemment, il faut le faire sur inscription, sur un site de la ville, par créneau de 30 minutes, dans la limite de la jauge maximale autorisée. Voilà, Paris est une fête. Paris est une fête. Et nos enfants n'auront plus le droit de regarder les fêtes populaires et les feux d'artifice. C'est ça le résumé. Régis de Castelnau, peut-être si vous voulez réagir. Oh oui, si vous voulez, j'étais grand amateur de sport, j'en ai pratiqué beaucoup, et puis je regarde, moi j'étais bon public, mais tout ça est en train de se dégrader très vite. C'est la fête obligatoire, c'est-à-dire que c'est complètement encadré, c'est le règne de l'argent. Les Jeux Olympiques sont une opération où beaucoup de gens vont gagner beaucoup d'argent. Et c'est en train de mal tourner, je crois. C'est en train de mal tourner. Je vois le Tour de France que j'ai beaucoup suivi. Je vois ce tournoi de football. Je vois les Jeux Olympiques qui se profilent. C'est en train de ce système obèse, ce système financier obèse est en train de s'effondrer sur lui-même. Et ça, c'est pas une mauvaise nouvelle. Il a été confisqué. L'envie de sport, l'envie de fête, a été confisqué par l'argent, par les grands groupes. Et aujourd'hui, c'est en train de se casser la figure. C'est caricatural ce que vous avez exposé, Clémence. C'est la mairie de Paris. Elle a l'air d'être la meilleure. Machin, QR code, et trucs, reconnaissance faciale. OK. Écoutez, moi, je serai dans mon village. Il y aura un feu d'artifice dans le village, pas très important, à cause des risques d'incendie. Mais c'est ça, c'est ce que je vous disais. Oui. Oui, alors vous êtes dans le sud. Là, c'est normal. Bon, et puis surtout, là, normalement, c'est pas très sec. Mais Régis, exactement, Régis, juste à ce sujet, vous dites c'est normal quand je disais que mon fils pouvait. Je parlais pas des feux d'artifice de Paris, mais bien de ceux d'un petit village rural dans le Loiret. Bon, et ça fait, nous, on a pendant 2-3 ans, jusqu'au Covid où de toute façon il n'y avait pas de fête non plus, des sécheresses, enfin des principes de précaution poussés aussi à l'extrême. On est dans un système où aujourd'hui, de toute façon, nos enfants sont. Je parle de nos enfants parce que nous, on a pu le vivre au moins dans notre jeunesse, mais eux ont tous ces principes de précaution poussés à l'extrême qui font qu'ils n'ont plus accès à des fêtes simples, en fait, à de la convivialité simple. C'est QR codé, c'est hygiénisé et voilà, et tout est barricadé. Dans le Loiret, c'est pourtant une grande zone humide. C'est la Sologne, enfin, qui commence là. Ouais. Bon. Non, mais c'était pas particulièrement sec, c'est le principe de précaution. Ouais. Donc voilà, bon, Alexandre Langlois. Moi, en fait, ce qui veut à l'intérieur, c'est les fêtes populaires, en fait, quel que soit le principe. Et privatiser encore plus pour leur petit profit personnel. Parce que c'est interdit au public, mais je repense tout simplement aussi à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui devait être aussi une grande fête populaire, qui sera que sur invitation de la mairie de Paris, de la présidence de la République. Donc en fait, tous ces grands événements populaires, donc là, il y a bien marqué que c'est interdit au public. Ça veut dire que je pense qu'on aura la chance de l'avoir, les amis de la mairie de Paris, qui seront tous à côté de la Tour Eiffel, parce qu'il y aura juste assez de place pour eux et leurs amis. Oui. Donc on est dans un entre-soi qui privatise l'espace public, qui supprime les fêtes pour se conserver un confort personnel. Oui. Donc, mais vous avez quand même la chance, je suis sûr que vous allez y aller, Alexandre Langlois, de pouvoir aller sur inscription via le site de la ville par créneau de 30 minutes et selon la jauge maximale autorisée, de participer à la fête à l'intérieur de l'hôtel de ville avec Anne Hidalgo.
Ça, c'est beau. Et on est au sommet de faire la fête en Ouais. plus, voilà. Donc non, je veux dire, donc c'est ridicule. En plus, ça, en plus, le principe de dire c'est des principes de précaution. L'autre jour, j'ai vu quelque chose. Ils ont remplacé un feu d'artifice par des drones qui ont fait l'effet d'un feu Ah, d'artifice. c'est beau ça, Et c'est ouais. vrai que quand on le regarde, c'est bluffant. On a l'impression de voir un feu d'artifice, mais c'est fait par drone. Donc, ce qui veut dire que on peut faire des choses sans qu'il y ait de problème de sécheresse, de feu, etc. Donc, il y a ce truc, je veux dire, qu'on peut mettre à côté, qu'on peut faire différemment. Mais le vrai principe, c'est pas le feu d'artifice, c'est la fête populaire. Et oui, bientôt, on nous Voilà, moi je me interdira de souviens danser aussi, hein. Bon, on l'a fait d'ailleurs. ben voilà, on l'a déjà fait, ça c'est Ouais. déjà coché. Oui. Et après, je me souviens des fêtes populaires, je veux dire, les gens attendent pas forcément quelque chose de très grandiose, Bah, mais bien juste de se sûr. retrouver. Moi, dans mon enfance, j'allais chez mes grands-parents en Bretagne, il y avait le feu d'artifice du 14 juillet, je m'en souvenais, ils disaient, voilà, la fusée bleue, elle est sponsorisée par la boucherie, ça c'est sponsorisé par... Et en fait, c'était rigolo en Bah, plus, bien il y avait des... sûr. Et c'était le moment convivial, on était tous ensemble, on Eh se oui. retrouvait. Donc, mais là, c'est Et ça qu'ils ne la veulent marche aux plus en fait. lampions aussi, moi, dans mon petit village, quand j'étais petite. Mais voilà, donc il y a plein de choses qui sont sympas et qui veulent plus que ça existe. Donc en fait, c'est pas le feu d'artifice, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est vous n'avez pas le droit de vous retrouver pour des grandes fêtes populaires. Par contre, et c'est là on a encore passé une étape, on a privatisé ces événements pour notre classe d'élite. Ouais, et vous avez bien raison, mais heureusement, nous, on peut encore se retrouver. Et ça, c'est notre force à nous. Ça fera partie des bonnes nouvelles de lundi prochain. On vous retrouve d'ailleurs tous les deux pour les bonnes nouvelles et le sourire de notre dernière émission lundi prochain. Merci à tous les deux, Régis de Castelnau, Alexandre Langlois.